Donc en fait, l'AOS, qui sont un certain nombre de services qui tournent dans la CVM, parmi ces services, bien sûr, c'est ce qui permet de créer le système ADSF et puis de le sécuriser, etc. Il y a tout un tas de services, mais un des services principaux de ce système ADSF, ici on parle d'Acropolis, d'accord? Bon, c'est pas le service principal, hein. Acropolis, en fait, il est là tout simplement pour pouvoir démarrer des services, d'accord? Acropolis, il est là pour démarrer des services. Ok. Après, ce qu'on trouve, le service principal, c'est Zookeeper. Je voulais parler. Le Zookeeper, en fait, c'est un cluster Nutanix. Donc, je rappelle, si j'ai trois nœuds, j'ai trois CVM. Chaque CVM a l'AOS et dans l'AOS, il y a un Zookeeper. Le Zookeeper, en fait, c'est lui qui est responsable du cluster. Zookeeper, il est responsable du cluster. Ça veut dire quoi être responsable du cluster? Votre cluster, il peut être composé de 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 10 nœuds, etc. Mais ces nœuds sont dans des blocs. Eh ben, le zookeeper, c'est lui qui sait que le cluster est composé de tant de nœuds, dans tant de blocs différents, etc. Et au niveau du cluster, on peut fonctionner en redundancy factor. Je dis bien redundancy, redundancy factor. Vous voyez, ça s'appelle RF aussi, hein. On peut être en RF2 ou RF3. Ça, c'est au niveau du zookeeper. Le redundancy factor, par défaut, vous êtes en niveau 2. Le zookeeper, on a dit que quand je suis en RF2, il me faut 3 nœuds minimum dans le cluster. On a dit ça. Pourquoi? Parce que sur chacun des nœuds du cluster, donc chaque nœud a une CVM, chaque CVM va avoir un zookeeper. Et donc, dans un cluster en RF2, il y a trois instances Zookeeper qui tournent dans le cluster. Si vous avez 50 nœuds et que vous êtes en RF2, ben, il y a quoi? Trois instances Zookeeper. Pas de tout ça, pas de souci. C'est pour ça qu'il vous faut trois nœuds minimum dans le cluster. Si on passait en RF3, ben, il faudrait 5 nœuds. Donc ici, c'est trois nœuds, on a dit, hein. Et là, c'est 5 nœuds. Pourquoi? Parce qu'il faudrait deux instances de plus Zookeeper en RF3. Donc c'est simple, Zookeeper, il y a trois instances ou cinq instances, suivant au niveau de replication factor ou redundancy factor, ce qui est pareil, hein. Euh, il y a aussi un autre service qui suit un peu le Zookeeper qui s'appelle Cassandra. Cassandra, c'est un système de gestion de base de données NoSQL. Et ce système de gestion de base de données NoSQL, il tourne sur tous les nœuds, contrairement à Zookeeper. Zookeeper ne tourne pas sur tous les nœuds, hein. Zookeeper, en réalité, il y en aura trois ou cinq, suivant le nombre de nœuds que mon RF que j'ai mis dans le cluster et le nombre de nœuds que j'ai. Mais Cassandra tourne sur tous les nœuds. Par contre, Cassandra, c'est un système de gestion de base de données NoSQL. Donc, c'est lui, on appelle ça un système big data, en fait, hein. Donc, c'est lui qui gère les blocs data DVM. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de VM. Ces VM ont des 10, ces 10 sont composés de blocs. Ça me fait des milliers et des millions, peut-être des millions de blocs dans le cluster. Eh ben, c'est celui qui gère cette base de données là, c'est Cassandra. Et la base de données de Cassandra, on appelle ça des métadatas, d'accord? Métadata. Bon, métadata veut dire les données, la base de données que gère Cassandra. C'est un système de base de données big data qu'on appelle NoSQL. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre des tables, etc., puisque on a affaire à des grandes quantités de données. Donc, on ne sait pas mettre ça dans une table, dans une base de données classique. Donc, on utilise le système de gestion de base de données NoSQL. Avec ce système de base de données, les métadatas sont répliqués suivant
replication factor, si vous êtes en replication factor de 2, eh ben, il y a 3 copies metadata Cassandra. Et si vous êtes en replication factor de 3, eh ben, il y a 5 copies metadata Cassandra. Donc, vous voyez que le nombre de copies metadata Cassandra suit le nombre d'instances Zookeeper. Sauf que le Zookeeper, lui, il est là pour gérer le cluster, alors que Cassandra, c'est le gestionnaire de base de données NoSQL qui gère les blocs. Enfin, qui gère. C'est pas lui qui gère les blocs, c'est simplement, on sait où sont les blocs, sur quel nœud elles sont, à quelle adresse, etc. Ça, c'est grâce à Cassandra. Maintenant, le souci, c'est qu'un système de base de données NoSQL, tel que Cassandra, c'est un système qui est bête. Donc, il y a au-dessus de Cassandra un process qui s'appelle le curator. Le curator, en fait, c'est l'intelligence qui vient au-dessus de la base de données Cassandra pour gérer les données. On appelle ça un MapReduce. Bon, ça s'appelle MapReduce, ou c'est l'intelligence qui est au-dessus de Cassandra pour gérer les données. Par exemple, un exemple simple, on peut faire de la data déduplication dans les storage containers avec Nutanix. Et pour faire de la data déduplication, faut passer un algorithme de hash sur les données, etc. Bah, c'est Cassandra qui dira, fais de la data déduplication de ça. On peut compresser des données en passant un algorithme de compression. Bah, si des données doivent être compressées, ils doivent être compressées, par exemple, après un délai d'une heure ou de 2 heures ou de 3 heures, je choisis. Mais si je décide de compresser les données après 2 heures, c'est Curator qui va dire ces données-là, on refroidit pendant 2 heures, il faut compresser ces données. Puisque Cassandra, lui, c'est juste un gestionnaire de base de données bête, quoi, NoSQL. Donc, il sait pas qu'il faut compresser ça, etc. Donc, on a au-dessus le curator qui va dire ces données-là, on refroidit. Comme elles ont refroidi, curator va transmettre l'information à un autre process qui s'appelle Chronos. Okay, et Chronos va répartir la tâche vers les différents targets des machines, des CVM. Donc, le curator, ça c'est pour montrer l'importance du curator. Bah, quand je vais faire de la data déduplication, de l'erasure coding, de la compression, etc., quand il manque des blocs, par exemple, vous imaginez que vous avez perdu un nœud. Vous êtes en RF2, vous avez 2 copies de chaque bloc, vous avez perdu un nœud. Donc, ça veut dire que vous avez perdu des blocs de VM, des blocs data des VM. Eh ben, c'est le curator qui dira, attention, pour ce disque-là, j'ai qu'une copie des blocs, il faut recréer une autre copie des blocs, etc. Donc, je vous montre un peu l'importance de certains process. Bon, Genesis, vous voyez, comme c'est dit, à component management, c'est gestion des process. Zookeeper, gestion du cluster. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Target, bon, on vous donne pas la liste de tous les services là, hein, mais vous l'avez dans votre support. Hein. Dans le support, vous avez tous les services avec leur nom. Le Stargate, c'est lui qui gère. Regardez, c'est marqué IO Handle. C'est le serveur de fichiers, le Stargate. Donc, ça veut dire que lui, il écoute en NFS, SMB, ISCSI, et c'est avec le Stargate que dialogue l'hyperviseur, parce qu'on avait dit, on a quelque chose comme ça. On a quand vous avez votre nœud, la CVM, et puis entre le nœud et la CVM, j'ai un réseau interne ici. 192, 168, 5, 0/24. En point 2 ici, en point 1. Donc, chaque fois que, bon, si j'essaie de dessiner ça, vous avez une VM. Elle, la VM, elle écrit dans son disque. Et en réalité, son disque, il est dans le système DSF. Donc, la VM fait un I/O à destination de l'hyperviseur. Okay, ce noyau est trappé, cet I/O est trappé par l'hyperviseur et l'hyperviseur renvoie ça vers sa CVM.
Ok. C'est CVM. Donc l'IO part vers la CVM. Et cette CVM, en fait, à l'intérieur, il y a l'AOS. Et c'est ce service-là, Target, qui récupère l'IO. Donc c'est le serveur de fichiers de... Lui qui fait office de serveur de fichiers, tout simplement. Bon, Curator, on a expliqué, il est au-dessus de Cassandra. Bon là, dans le schéma, on vous montre pas Cassandra, mais il y a Cassandra. On vous montre Prism. Bon, Prism, vous vous souvenez, c'est la gestion de l'interface graphique, hein, et des API REST. Ok. Bon, il y a d'autres services, hein. Il y avait un slide qui était dans les cours d'avant un petit peu plus intéressant, mais vous avez le Zookeeper, Zookeeper qui dialogue avec, par exemple, Prism. Mais pour que Prism puisse dialoguer avec le Zookeeper, on fait appel à une API de communication qui s'appelle Zeus. Donc, Prism utilise ces API Zeus pour dialoguer avec le Zookeeper. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'interface graphique, là, dans la GUI, vous voyez la configuration de votre cluster, mais elle est récupérée par Prism à travers des appels vers une API Zeus, et donc il récupère la configuration du cluster, puisque le Zookeeper est responsable de la configuration du cluster. Mais tous les autres services aussi dialoguent avec le Zookeeper par Zeus. Par contre, on a dit qu'il y a Cassandra qui s'occupe de gérer les datas. On a dit qu'il y a le Starget qui est le serveur de fichiers, hein, c'est le serveur. Bah, lui, il communique avec Cassandra. Cassandra communique avec le curator, ou le curator aussi communique avec Cassandra. C'est bidirectionnel, hein. Là, il y a une autre API qui permet ça. Quel est son nom? J'ai trop de mémoire, hein, juste. Medusa. Non, pas Medusa, attendez, excusez-moi, hein. Juste le nom m'échappe, mais ça va me revenir, hein. Quand ça va me revenir, je vous dirai. En fait, il y a une autre API qui est un peu comme Zeus, mais spécialisée que pour la partie data, en fait, puisque ça, c'est la gestion des data, hein. Quand je dis data, c'est les blocs data des VM. Et puis, alors que cette API-là, Zeus, elle s'occupe que de la partie gestion du cluster, puisque Prism, d'ailleurs, Stargate, Cassandra, tout ça, savent utiliser aussi Zeus, hein, pour renvoyer la conf au cluster. Pas de souci. Par exemple, un nœud est tombé en panne, il manque des copies d'un nœud. Tout ça, c'est renvoyé vers le cluster, hein. Bon, si vous voulez la liste exhaustive de tous les process, bon, vous l'avez dans le support. Vous pouvez la retrouver aussi en faisant un cluster status, hein, que j'ai fait tout à l'heure avec vous, là. Cluster status. Steve, Depuis n'importe quel CVM en ligne de commande. Oui, l'API Zeus, elle est publique ou c'est un truc interne qu'on n'a pas accès? l'API de Prism, là? Ouais, Ah oui, c'est Zeus, public, là, ça. via Zeus, là. Ah non, ouais, non, ça c'est, enfin, tu n'as pas accès, ce sont les services de l'OS qui l'utilisent. Ok, Ouais, Zeus, tu vois, ça là, ce sont les services de l'OS. Parce qu'en réalité, ton OS, c'est tout ça, en fait. Mais c'est pas des API REST, hein. ok, Ce sont en fait des librairies utilisées par Prism, enfin par tous les autres services pour dialoguer avec le Zookeeper. Et le Zookeeper aussi pour dialoguer avec les autres services, quoi. C'est interne, ça. Par contre, le Prism, lui, il gère des API REST. Ça, c'est public, hein. Ça, tu as accès, hein. C'est des get, des put, machin, en API REST, hein. Mais ça veut dire que tu vas taper dans Prism. Et puis après, suivant la commande que tu utilises, ben, Prism va utiliser Zeus
Il va, par exemple, si tu ajoutes un nœud dans le cluster, tu supprimes un nœud, va taper, va aller configurer Zeus pour configurer ça, quoi. Mais Zeus, ce sont des librairies, API librairies qui sont fermées, qui sont dans la CVM, hein, c'est pas ouvert à l'extérieur, hein. Bon, Prism. Si on résume Prism, ce que je vous avais expliqué, c'est l'interface de gestion graphique du mon cluster, d'accord? Bon, ça, bah, c'est simple, ça tourne dans toutes les CVM. Vous pouvez attaquer n'importe quelle CVM, vous attaquez Prism. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une adresse IP au cluster. Comme ça, cette adresse IP, puisque l'intérêt d'une adresse virtuelle au cluster, là, de donner une CV cluster virtual IP, là, c'est que quel que soit le nœud, bah, l'adresse est mappée sur un nœud. Donc, imaginez, elle est mappée sur un nœud, le nœud tombe en panne. Ah bah, tout de suite, un autre nœud prend l'adresse. Donc, cette adresse est toujours disponible. Alors que si vous attaquez directement l'adresse d'une CVM, si elle tombe en panne, vous êtes emmerdé. Bon, en général, ce qu'on fait, c'est que les adresses IP, bon, on va les mapper avec un FQDN. Pas de souci. Donc, je peux avoir, par exemple, ici, point 11, ahv1.mondomaine.com, point 21, ahv2 pour mon domaine 31, ahv3, etc. Et puis, j'aurai ahv.mondomaine.com qui sera mappé sur le point 41, qui est mon cluster. Comme ça, dès que j'attaque, moi, ahv.mondomaine.com, ça tombe sur un des nœuds qui a récupéré l'adresse du cluster, elle est toujours disponible. Donc, en général, c'est ce qu'on va faire. Bon, Prism Element, ça tourne dans chaque CVM, c'est la gestion d'un cluster. OK? Le Prism central, on a dit, cette fois, ce sont des VM qu'on installe. C'est au minimum une VM. Vous avez vu ici le Prism central sur lequel j'étais, c'était une seule VM. D'ailleurs, je vais me reconnecter dessus. Juste, il me faut l'accès. D'ailleurs, je vais vous partager ce fichier là pour accéder à la plateforme de Lab là. Puis on va dire qui utilise quoi. Donc pour ça, je vais vous l'envoyer par Zoom, hein, donc il faudra aller dans Zoom, partage de fichiers. Tu es connecté Zoom là? Ouais, donc mets-le sur ton bureau comme ça dessus. Bon, récupérez ce fichier Lab Access là, posez-le sur le bureau. Et puis, ce qu'on va faire, on va dire qui utilise quel login. Donc, vous voyez que les logins, ça va de 1 là bah, jusqu'au dernier qui est 9. D'accord? Donc, bah, c'est simple, je vais vous les donner dans l'ordre où vous apparaissez dans la feuille de convocation, là. Voilà. Bastien, je crois qu'il n'est pas là, hein, c'est ça? Ok, donc Pierrus, tu prends le 0,1, d'accord? C'est la deuxième ligne, hein, le 0,0, c'est moi. Donc, tu prends le 0,1. Florian, tu prends le Ok. 0,2. Benjamin le 0,3. Romain le 0,4. Michael le 0,5. Brice le 0,6. Julien le 0,7. Et Gaëtan le 0,8. D'accord? Et puis il nous reste le 0,9 si éventuellement quelqu'un plante son Bah, truc, vu que moi, comme je suis Bastien pas n'est dans pas la là. liste, je vais prendre celui-là. Ah, celui de Bastien. Bah, Ah, soit t'es pas dans celui-là. la liste? Et Ah, non. ok. Mais par contre, t'as reçu le truc pour signer ou pas? Bah, toujours pas, vu qu'ils ont pas encore changé mon .com en .fr. Ah oui, toi, c'est l'adresse. Ouais, ouais, ok, ok. Euh, Mais je t'avais validé. Ok, ok. Non, oui, non, bon, prends le 09. Prends le 09? 09. Ça Pas de souci. marche. Oui, oui. Merci. Ouais, prends le 09. C'est bien. Bah, ça tombe bien puisqu'on en a un plus.
Donc 3009, OK. Et vous avez vu comment y accéder, c'est très simple, hein, c'est comme ça, hein. Il suffit de cliquer sur le lien qui a devant ce lien-là. Et le login, bah, quand vous cliquez sur ce lien, vous n'avez pas besoin de vous loguer, il vous log automatiquement. D'accord? Par contre, si vous voulez, vous pouvez très bien l'utiliser avec un client Horizon. À ce moment-là, si vous voulez l'utiliser avec un client Horizon, le serveur pour c'est VDC, nanana, et puis après, vous êtes obligé de vous loguer avec le login et le mot de passe. D'accord? Mais sinon, si vous voulez l'utiliser dans un navigateur, ce que je fais, bah, vous cliquez directement sur ce lien. Et ça l'ouvre l'interface dans le navigateur. Donc regardez, ouvert dans le navigateur, ça donne quelque chose comme ça, là. Je vais recliquer sur le lien. Ici, le 00. Normalement, vous tombez sur un bureau, là. Et normalement, il n'y a qu'un seul lien pour vous. Bah, il suffit de... Moi, c'est parce que je suis instructeur, je vois toutes les sessions des autres. Mais bon, je clique sur le 00 et ça m'ouvre mon bureau, hein. Sur le bureau, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, faites attention, comme vous êtes dans un navigateur, les pages pour fermer les trucs se trouvent au milieu de votre truc, hein. Ils sont pas, c'est pas ça, c'est votre machine locale, quoi. Vous voyez, vous avez un bureau comme ça, et sur ce bureau, moi j'ai créé un document texte, c'est simplement pour mettre les logins et les mots de passe que j'utilise dans le cours. Il n'y est pas, faut le créer. Par contre, vous avez un document ici, là, celui-là, c'est le lab guide. C'est ça qu'il faudra utiliser pour faire les labs. Pas de souci. Donc si vous double-cliquez, moi en fait j'ai déjà double-cliqué, ça s'ouvre. Il est déjà ouvert en gros. Ici il est là, il s'ouvre dans un notepad là, et puis vous avez tout la partie lab là-dedans. Tombez. Vous êtes obligé d'utiliser celui-là, je vous dis pourquoi. Simplement parce que vous l'avez en fait. Vos supports, vous avez le cours et puis le lab. Mais simplement ici, vous avez des adresses, les logins, les mots de passe qui sont mis. Dans le cours, c'est pas les mêmes, d'accord? Donc vous êtes obligé de prendre celui-là. Mais sinon, en termes de contenu, c'est les mêmes, hein, d'accord? Et puis, vous voyez Chrome et Firefox. Moi, je préfère utiliser Chrome, mais avec Chrome, ici, vous avez déjà plusieurs liens vers votre cluster qui s'appelle Lab Cluster A, qui est le cluster sur lequel vous allez travailler, qui est un cluster de 3 nœuds, d'accord? Le login, c'est admin, et le mot de passe, c'est TDC en majuscule, pardon, TDEC et du /for you. D'accord? Bon, ça, de toute façon, vous l'avez dans le lab guide qui est sur le bureau. Mais simplement, moi, ce que je préfère, c'est le mettre dans un notepad, comme ça, je le retrouve rapidement. D'accord? Donc, j'ai créé un notepad, j'ai mis admin en face, j'ai mis le mot de passe, j'ai mis Nutanix, j'ai mis le mot de passe Nutanix. Nutanix, vous voyez, c'est Nutanix /for you. Admin s'utilise dans l'interface graphique et Nutanix dans la ligne de commande. Pas de souci, je continue sur le Chrome. Donc ici, c'est mon cluster où je vais travailler. Avec ce cluster, le mot de passe, c'est celui-là. Je vais juste pas perdre le fil comme on a les trucs imbriqués, là. Vous avez un deuxième cluster. Moi, je préfère ouvrir une deuxième fenêtre pour ouvrir le deuxième cluster, qui s'appelle Lab Cluster B. Là, il n'a qu'un nœud dans celui-là, donc admin. Mais pourquoi est-ce qu'on a deux clusters? Parce qu'à un moment, on verra la réplication de machines virtuelles entre clusters. Donc, il faut un deuxième cluster. Bon. Ce cluster-là, très important, dessus, il y a une VM qui est le Prism central. Pardon. Il y a une VM dessus qui est le Prism central. Surtout, vous emmerdez pas ce cluster, vous n'arrêtez pas la VM qui est dessus. Parce que si vous arrêtez la VM, vous arrêtez votre Prism central. Si vous arrêtez le Prism central,
On fait quasiment tous les labs sous le Prism central, donc vous serez emmerdé quand même, d'accord? Donc touchez pas au Prism central qui est là. Et puis vous avez une fenêtre avec le login sur le Prism central. Donc il y a le lien là, Prism central, admin. Je crois que c'est le même mot de passe que pour les clusters. Il fonctionne, Prism central est là, pap, tout marche. Et puis éventuellement vous avez une fenêtre pour un login vers un serveur ESX, hein, ici. Vous pouvez vous loguer, puisqu'il y a un serveur ESX qu'on va utiliser à un moment. Vous avez une fenêtre pour vous loguer. Vous avez sur le bureau aussi un petit, ok, qui vous permet de prendre la main en ligne de commande sur les différents éléments. Vous avez vu qu'il y a marqué Lab Cluster CVM1, CVM 11, 21 et 31. Bah, tout simplement, ça va se loguer en SSH sur les CVM du cluster Lab Cluster A. Et puis, vous avez aussi, moi, j'utilise plutôt l'adresse IP du cluster pour la ligne de commande. C'est Lab Cluster A VIP. Et puis, vous avez aussi l'accès à la console des CVM du cluster B et puis de la VIP du cluster B. Okay. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre une fois pour toutes une console. Okay. Et puis, si jamais la session meurt, bah, je la relance. Une session que je customise, hein, parce que si jamais l'affichage n'est pas, hein, vous pouvez changer l'affichage. Attention pour la ligne de commande, c'est Nutanix le login et Nutanix / for you. Ben, on peut se loguer aussi admin, hein, bien sûr. Merde, j'aurais pas dû faire ça. J'ai pas pété les fenêtres. On peut se loguer admin. Mais à chaque fois, il faudra un cluster VIP ici. OK. Bon, là, je suis admin. Ah, et bon, je peux toujours faire un su-Nutanix, etc. Ben, je peux me loguer aussi Nutanix. Pas de souci. Bon, dans l'interface graphique, c'est admin. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un notepad. Vous avez vu, j'ai rempli ça comme ça. Si je me souviens pas, rapidement, j'y accède. Ça permet éviter de perdre du temps sur les labs, hein, tout simplement. Bon, je vais reprendre sur les slides. Qu'est-ce que je disais? Donc, Prism, ici, le Prism là, le premier dont on vous parle, ça, c'est le Prism Element. Okay. Et puis celui-là, puisque vous voyez que là, on vous dit Allow you to enable variety of services, Calm, Carbon, File, etc. Donc ça, c'est plus un Prism élément, mais c'est le Prism exactement. D'accord? Prism central qui est composé d'une VM, mais on peut l'étendre. Ici, regardez, si je vais sur mon Prism central, bon là, je sais qu'il est composé, mon Prism central, d'une seule VM, parce que je la vois ici dans le cluster B, hein, c'est celle-là. Mais je pourrais très bien l'étendre à plusieurs VM. Donc, il faudra ici aller dans le Prism central. Et dans le Prism central, ici, vous avez la possibilité ici, hein, Prism central, scale out, peut rajouter une deuxième, une troisième VM dans le Prism central. Hein. Ouais, le mot de passe pour le deuxième cluster, c'est le même, hein, admin. En fait, regardez, ce login-là, là, admin avec admin, ça, c'est pour les deux clusters plus le Prism central.
Pas de souci. Et puis après, en ligne de commande, si vous voulez vous loguer Nutanix, c'est Nutanix, mais le mot de passe, c'est Nutanix/for you, qui est le mot de passe par défaut mis par Nutanix, quoi. Alors que là, il a été changé hein, en Tech Data Academy hein, ou Education, je sais pas, /for you. OK, donc Prism central. OK, donc c'est single sign-on plus l'activation de services plus également des algorithmes de machine learning. Donc, dans le Prism central, vous avez quand même beaucoup d'algorithmes de machine learning. À quoi ça sert? Par exemple, avec le Prism central, quand vous êtes connecté, ça vous permet de savoir quel est l'état, notamment, de votre cluster, pour combien de temps votre cluster peut encore fonctionner. Notamment, on a ce qu'on appelle le VM efficiency et puis euh, le cluster run array ici. Cluster run array ici me donne le temps de durée de vie de mon cluster. Enfin, durée de vie. Le temps, parce que en réalité, il y a des algorithmes de machine learning qui, dès que vous créez une VM, vous lui donnez de la CPU, de la mémoire, etc. Imaginez que toutes les semaines, vous créez 20 VM. Ben lui, il va tenir compte de ça. Et puis, il va vous dire, il va vous rester pour tant de ressources dans votre cluster, etc. Ben, tout ça, c'est possible grâce à ces algorithmes de machine learning. Donc, ça va être de faire ce qu'on appelle du capacity planning. Hein. Si je prends mon cluster A, si je clique dessus, regardez, il me dit qu'il reste 365 jours en termes de stockage, en termes de CPU, en termes de mémoire. Mais bon, parce que c'est un cluster, il fait rien. Il fait rien, mais en prod, il va vous donner un truc exact. Hein. Il faut 21 jours pour qu'il vous donne, minimum, pour qu'il vous donne des informations pertinentes, d'accord, à partir de 21 jours. Bien sûr, ça fait 6 mois que votre cluster tourne, tout ce qu'il va vous dire sera pertinent, hein, d'accord. Donc ça, c'est au niveau du Prism central, d'accord. Maintenant, ce qu'on vous montre ici dans ce slide, c'est le dashboard du Prism élément. Quand vous êtes dans un Prism élément, si je vous montre ça, qui différencie en fait le Prism élément par rapport à mon Prism central. Quand vous êtes dans la page par défaut du Prism central, ici, pour retomber sur la page par défaut du Prism central, déjà le Prism central lui-même, je vois qu'il y a un petit icône comme une petite, un triangle, un prisme là au milieu, là, qui est vraiment au milieu, qui est central. Alors que quand vous êtes dans le Prism élément, vous voyez que j'ai pas ce prisme là, et la racine de mon cluster, c'est le N de Nutanix, là. Et quand vous êtes sur le N de Nutanix, vous avez un petit résumé de votre cluster. Donc, quand vous êtes dans un Prism élément, par défaut, quand vous loguez, vous tombez sur cette fenêtre qui vous donne des informations sur votre cluster, sur le nombre de VM, le hardware, les IO, la partie stockage de votre cluster et l'état de santé ici de votre cluster, avec si vous avez des alertes ici, etc. Alors que quand vous êtes dans le Prism central, vous êtes sur un dashboard avec ce qu'on appelle des plugins, hein, des widgets qui peuvent être customisés d'ailleurs. Hein. Tout ça, je peux créer mes propres dashboards, etc. Quand je reviens sur les slides, ici on est sur un Prism élément. Bah, vous voyez que j'ai ici un petit résumé du cluster, l'état du stockage, l'état de santé du cluster lui-même, l'état de santé des data hein, dans le cluster, et puis si j'ai des alertes, des warnings, etc. dans mon cluster. Ici, cluster détail, performance en termes de stockage. Bon, il n'y a pas que le stockage, il y a la CPU, il y a la mémoire, etc. Et puis ici, l'état de santé, et puis là, les alertes. Bon, l'état de santé est très important. Vous avez, s'il y a eu des, ça c'est
NCC, hein, Nutanix Cluster Check. Ce sont des modules qui tournent périodiquement dans le cluster et qui viennent checker l'état de santé de votre cluster. Et bon, ça vous fait un résumé ici quand vous êtes sur votre cluster. Ça vous dit que votre cluster est dans tel état, tel état. Faut être à la racine du cluster, hein. Donc, je me mets sur mon cluster. Je clique sur le Nutanix ici. Et vous voyez qu'ici, j'ai le menu Health. Mais en réalité, vous retrouvez ce menu Health ici dans Home Health. Et où Home Health? Il est là, Health. Hein. Quand vous lancez ça, bah, il vous propose un tutoriel, là, mais il vous le propose que la première fois, hein. Si vous relancez une deuxième fois, par exemple, je vais retourner dans le menu F, il va pas me le proposer, hein. Donc, si vous voulez retrouver le tuto, il faut aller dans ici, point d'interrogation, Elf, tutoriel, et il vous relance le tuto, hein. Le tuto, il est bien fait pour expliquer comment ça marche, mais le menu Elf me donne l'état de santé de mon système. Pourquoi? Parce qu'il y a des modules, ici, qu'on appelle Nutanix Cluster Check et qui tournent périodiquement. Bon, la périodicité, vous voyez, c'est toutes les 4 heures. Donc, toutes les 4 heures, le système s'auto-teste. Et s'il trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, OK, par exemple, s'il y a un warning, quelque chose, hein, il me dit storage, tier, skew, node, etc. Et il me donne toujours la cause, la résolution et puis une référence, hein. Je reviens à la racine de mon cluster. Et puis, vous avez cette partie-là, data resiliency. Le data resiliency, si c'est marqué OK, c'est que c'est bon. Ça veut dire quoi? Vous avez un cluster de 3 nœuds, OK? Votre cluster est 3 nœuds ou 5 nœuds ou 10 nœuds, qu'importe. Mais vous êtes en RF2 et RF3 peut-être. Parce qu'on a dit que, en réalité, ça, RF2, RF3, ce sont les storage containers, hein, sur lesquels on définit RF2, RF3. Mais si je stocke une VM dans un storage container qui est en RF3, ma VM, elle a un disque de 100 gigas. Chaque bloc qui compose ce disque sera répliqué 3 fois. Ou 2 fois si je fais un RF2. D'accord? Mais ça veut dire que quand vous perdez un nœud dans le système, imaginez vous êtes en RF2, vous avez 3 nœuds, vous perdez un nœud. Ben, il y avait des copies locales, OK, plus des réplicas de ces copies sur d'autres nœuds. Mais le fait d'avoir perdu ce nœud, j'ai pas perdu les données de la VM puisque j'ai toujours un réplica. Mais il n'est pas répliqué 2 fois parce que j'en ai perdu une. Et bien, à partir du moment où, suivant que vous êtes en RF2 ou F3, mais qu'il manque des copies des blocs, eh ben, vous n'êtes plus en OK dans la partie data, d'accord? Donc, data resiliency, faut absolument qu'il soit marqué OK. Ça veut dire, si c'est OK, tous les blocs sont répliqués correctement. Si c'est pas marqué OK, c'est peut-être parce que vous avez perdu un nœud, donc il manque des réplicas des blocs. Maintenant, imaginez, vous avez un cluster, vous avez 6 nœuds. Vous perdez un nœud. Bah, il y a des blocs qui étaient répliqués 2 fois et d'autres 3 fois. Mais le fait d'avoir perdu un bloc, j'ai perdu qu'une copie. D'accord? Donc, ceux qui sont répliqués 2 fois, bah, il faudra recréer la copie ailleurs. Ceux qui sont répliqués 3 fois, il faudra recréer une copie aussi ailleurs, parce que c'est les 2 autres sont ailleurs, parce que j'ai perdu un nœud. D'accord? Mais à partir du moment où vous perdez un nœud, eh ben, le système va essayer de recréer les blocs ailleurs, les copies manquantes ailleurs. Parce qu'il y a le curateur, on a dit, qui est là, qui va regarder, il va dire, ah, mais au fait, ces blocs-là, je vois qu'elle a qu'une seule copie, alors qu'elle est dans un storage container qui est en RF2. Donc, il manque une copie, recréez-moi une copie. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, tant que les copies manquantes ne sont pas copiées, eh ben, vous n'aurez pas OK. Donc, il faudra être sûr d'avoir OK, hein, d'accord? Si par exemple, vous devez faire des mises à jour, upgrader votre système, rajouter des nœuds, modifier votre cluster, etc., faut vraiment vérifier que je suis OK au niveau des copies données ici, là, que ça se soit marqué OK, d'accord? Et puis, il faudrait aller dans la partie ELF, relancer un NCC
pour vérifier l'état de santé du système. Si tout est correct dans le système, plus les datas sont copiées, là, je peux m'amuser à ajouter des nœuds, supprimer des nœuds, faire ma maintenance, etc. Mais sinon, si quelque chose n'est pas OK, les données sont pas OK, là, je touche à rien. Je résous d'abord le problème. D'accord. OK, très bien. Et puis ici, bon, il vous donne des alertes, hein. Bon, les alertes, contrairement au NCC, ce sont des modules qui auto-checkent le système. Bah, les alertes, il y a déjà des alertes système et vous pouvez créer vos propres alertes pour surveiller des événements dans le système. Donc, une alerte, c'est comme une alarme, c'est la même chose, hein, d'ailleurs, hein. On appelle alarme chez VMware, et là, on dit alerte. On aurait pu appeler alerte chez VMware ou appeler alerte, alarme chez Nutanix. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on surveille un événement ou alors on surveille un taux. Par exemple, taux d'utilisation de la mémoire ou taux d'utilisation de la CPU. Si je suis à 80% d'utilisation de la CPU pendant 5 minutes, je déclenche une alerte. D'accord? Je suis à 80% d'utilisation de la mémoire pendant 5 minutes, je déclenche une alerte. Ou alors, quelqu'un essaie de se loguer 3 fois sans mettre le bon login et le bon mot de passe. C'est un événement, là, je déclenche une alerte. D'accord? Donc, on peut voir les alertes du système. Bon, ici, c'est un Prism central. Vous voyez que c'est différent. Je vois le petit prisme ici avec qui est au milieu. Bon, bah là, je suis dans ce qu'on appelle un dashboard, mais le dashboard principal. Mais surtout, je suis dans Prism, quoi. Bon, après, dans Prism, le main dashboard, c'est en réalité un dashboard dans lequel il y a déjà un certain nombre de widgets. Mais si je retourne ici dans mon Prism central, regardez, pour aller à la racine, je clique ici, je suis dans un main dashboard. Il contient un certain nombre de widgets paramétrés par défaut. Je peux créer mon propre dashboard. Manage dashboard. Je crée un nouveau dashboard. My dashboard. Je crée mon propre dashboard. Bien. Je le sauvegarde. Et puis dans mon dashboard, je viens mettre les widgets que je veux. Je vais mettre l'efficacité des VM. Je vais mettre quoi d'autre? Les informations du cluster, etc. CPU, mémoire. Tiens, si je veux connaître la quantité de CPU dans le cluster. Bon, voilà, j'ai customisé un dashboard, là, ici, avec 3 widgets. L'efficacité des VM, mon cluster, l'utilisation CPU de mon cluster. Mais c'est toujours le même. Par défaut, vous êtes toujours dans le même dashboard, hein, quand vous êtes dans Prism central. Okay. Bon, dans Prism central, vous avez aussi des menus, hein, comme dans Prism éléments, sauf que c'est un peu différent. Les menus sont là. Faut cliquer sur les 3 petits tirets qui sont là. Et puis après, vous avez Compute en Storage, Network Security, Data Protection, Hardware. Bien sûr, quand vous développez, vous voyez ce qui est en dessous, hein. Bon, hardware, comme son nom l'indique, va me donner l'état des hardware, des clusters que je gère, parce que je suis sur un Prism central. Donc, je vois ici que il y a 2 clusters. Si je clique sur un cluster, et je rentre dans ce cluster-là, qui est le Lab Cluster A. Je suis dans ce cluster. Je vois tout un tas de choses dessus, hein. Je reviens en arrière. Je reviens dans mon Prism, mon menu déroulant ici. Okay. Je peux voir les hosts. Okay. Si je clique sur host, il me montre les hosts des différents clusters que je gère. Bon, vous voyez que il me dit j'ai ces hosts-là, mais il me dit pour quel cluster. Lab cluster A, lab cluster A, lab cluster B, etc. Bon, c'est un exemple de hardware. Si je vais dans Compute and Storage, j'ai VM. Après, je vois les VM qui sont dans les différents clusters. Il me donne le cluster ici. Cluster, c'est normal, je suis sur le Prism
central. OK? Bon, ici, on vous montre les widgets, pas de souci. Bon, Prism central et Prism élément. Prism élément, si vous n'avez qu'un cluster et que vous n'avez pas besoin des fonctionnalités telles que du cloud ou ce genre de choses, bah, vous n'avez pas besoin du Prism central. Mais même avec un cluster, si vous devez faire du cloud, etc., bah, il vous faut quand même le Prism central, puisque ces fonctionnalités-là sont dans le Prism central. Donc, vous n'avez pas le choix, hein. Donc, Prism élément, stockage, network. Prism central, bon, après, par exemple, on peut faire une gestion des coûts de mes clusters pour facturer l'utilisation des ressources. Bah, si je veux faire ça, c'est au niveau du Prism central. Je peux planifier gestion des ressources, notamment avec le Runway, hein. Parce que le cluster Runway, qui est intéressant, regardez ici, je vous montre ça. Vous êtes sur votre Prism central. Ici, je vais chercher la ligne cluster Runway. Il est là. OK, pour un cluster donné, bon, il me donne en CPU, mémoire, réseau, pardon, CPU, mémoire et stockage, le nombre de jours qui me reste. Mais je peux faire des prévisions aussi. Je peux planifier les ressources. Et puis lui dire, ben, écoute, je veux faire une prévision sur un an. Sur un an, OK, je vais rajouter telle capacité en plus. Par exemple, je vais rajouter un serveur SQL. Donc, je rajoute le serveur SQL. Je vais rajouter, pardon, add. Je vais rajouter des VM. Je vais rajouter peut-être une dizaine de VM. Moi, je mets un truc bidon, hein. Il me faut créer le type de VM. Il faut créer un profil de VM. New profil, peut-être. Ouais, new profil, merci. Pas de souci. Je voyais pas. Un profil. Donc, un profil, temps de CPU, temps de mémoire, etc. Je sauvegarde. Number of VM. Donc, ici, il y a 10. Bon, c'est des exemples, hein. Je rajoute ça. Donc, il me rajoute cette charge-là. Et donc, j'ai ma charge, mon cluster existant, plus le nombre de SQL, le nombre de VM ici que je veux avec un target de 12 mois. Et puis, lui, il va me dire si mon cluster est capable de le machiner. Bon, mon cluster, il n'est pas capable, hein. Déjà, dès que j'avais mis la SQL, il n'était pas capable. Parce que on est sur des clusters ici virtualisés qui sont très faibles. Mais vous voyez que il me dit qu'il me reste plus que 58 jours, 58 jours. Mais par contre, je peux faire du capacity planning en lui demandant ici de me faire des recommandations. Et lui, il veut vous dire, si vous voulez atteindre un objectif de 12 mois ici, je lui ai dit, bah, il faudra rajouter ça, ça, ça dans le cluster. Donc, il me dit ici, on rajoute DNX 1065 G7, nombre de nœuds 2 de cette capacité-là, et là, tu pourras faire ça. Tu pourras monter à une... ainsi de suite, hein. Donc, on est capable donc de faire la gestion des ressources, hein, planification des ressources, d'automatiser les tâches, toujours depuis le Prism central, bon, d'activer des services. C'est tout simplement des services supplémentaires dans le Prism central, hein. C'est là qu'on active Calm, Flow, etc. Donc, à quel moment utiliser l'un ou l'autre? Eh ben, tout ce que vous pouvez faire de façon centralisée depuis le Prism central, eh ben, c'est mieux de le faire depuis le Prism central. D'accord? Parce que vous avez un point de management. Maintenant, il y a certaines actions qui ne peuvent être faites que réellement que depuis le Prism élément. Bah, à ce moment-là, je suis sur le Prism central, je peux me connecter sur le Prism élément. Et donc, je me suis logué qu'une fois parce que je suis déjà logué sur le Prism central. J'ai pas besoin de me reloguer sur le Prism élément, hein. Bon, regardez, vous avez un exercice là, on vous fait accéder à la plateforme. Normalement, je pense qu'en parallèle, vous avez dû y accéder.
Rhizome central, etc. Donc, je vous laisse faire ça. Oui. Justement, à ce sujet-là, la partie Horizon fonctionne pas. Ça met identifiant un utilisateur au mot de passe incorrect. J'y arrive bien via le guacamole, mais le, Ouais, le, c'est la même chose pour moi. Donc, le Horizon semble péter, et c'est vrai que le Horizon, il est plutôt pratique parce qu'on a plusieurs écrans, machin, enfin, c'est plus Ah, il facile. marche pas? Bah, s'il marche pas, laisse tomber, hein. Je Mais j'ai peux rien jamais eu te de souci dire. parce que j'ai fait plein de formations, j'ai jamais eu le problème Moi avec aussi, Horizon. Horizon marche, mais